quelle heure? Bon allez, on va commencer. Donc l'idée de cette présentation, c'est pas de refaire l'intégration. D'abord je vais me présenter, je m'appelle Jean-Michel Lorenberger, je fais le contrôle des records et des badges de 750, enfin tous les gros badges depuis déjà une quinzaine d'années, et je vais prendre la succession de Daniel Perciot à la commission juge et arbitre. Et à ce titre, je me suis dit que ce serait bien que j'essaie de donner des clés aux commissaires sportifs de la Fédé. Et donc j'ai rédigé ce document plutôt pour eux et pour les gars qui se préparent des records ou des badges. Mais je me suis dit que c'était bien, surtout à Vinon où il y a beaucoup de très bons pilotes qui présentent des badges que j'ai eu le plaisir d'homologuer, de voir un peu comment vous réagissez à ce que je vais vous présenter. Et donc l'idée n'est pas de revoir en intégralité le code sportif, mais plutôt de s'attarder sur quelques points sensibles, voir aussi quelles sont les erreurs qui sont classiques et, on va dire, démystifier certaines croyances en jouant à un jeu de questions-réponses. Donc on va regarder un peu le code sportif, ces fameuses croyances, les conseils que je pourrais vous donner en fin de présentation et des liens si vous cherchez plus d'infos. Donc, c'est celui-ci. Donc, en ce qui concerne le code sportif, je vais simplement essayer de régler trois problèmes qu'on rencontre très souvent. C'est les confusions entre circuit et distance, d'une part, entre enregistreur de position et enregistreur de vol, et enfin, entre les records, les exigences liées au record, au badge et à l'année de coupe. Et vous verrez que chaque fois, ça rend les choses un peu compliquées, il faut bien voir les différences. Donc on va commencer par circuit et distance. Un circuit, c'est une donnée qui nécessite, c'est un mode de vol qui nécessite une déclaration avec un point de départ, un ou plusieurs points de virage, selon qu'on fait un aller-retour, un triangle ou un quadrilatère, et un point d'arrivée. Et en principe, il y a des exceptions, mais le point de départ et le point d'arrivée sont identiques. C'est donc un circuit fermé. Et la ligne de départ, c'est très important, ne fait que 500 mètres de part et d'autre du point, c'est-à-dire 1 km de large, ce qui est assez peu. Et donc pour tous les records de vitesse ou de distance sur circuit, pour tous les circuits, il n'y en a pas beaucoup, c'est le circuit du badge de diamant, le 300 km but fixé, on est en présence d'un circuit. Alors attention, le parcours comme prévu, lorsque vous faites un circuit comme prévu à l'année de coupe, n'est pas tout à fait un circuit fermé. Vous pouvez avoir un point d'arrivée différent du point de départ. C'est la seule différence en termes de circuit entre net coupe et les exigences circuit des badges, enfin du badge de diamant et des records. Pour une distance, vous devez également faire une déclaration pour un badge, pour une distance. Alors qu'est-ce que c'est que les distances? C'est la distance 50 km, c'est la distance 300 km du badge d'or et la distance 500 km du badge de diamant. Et c'est également tous les diplômes de performance, 750, 1000, 1250, qui sont des distances où il faut faire une déclaration. Et qu'est-ce qu'on met dans cette déclaration? On met les points de virage, sachant que le point de départ, on a un peu de latitude entre le point de largage ou l'arrêt du moteur, et le point d'arrivée est en fait libre. On va y revenir, mais c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Votre point d'arrivée, c'est l'endroit où vous vous vachez, c'est à la limite. Si vous avez prévu un point d'arrivée et que vous arrivez à le faire comme prévu, tant mieux, mais ce n'est pas une exigence. Donc c'est ce que je disais et que vous pouvez lire en bas de cette présentation. Et la différence avec l'année de coupe, c'est que le départ est libre, c'est-à-dire que c'est un relevé de position qui va essayer d'optimiser votre distance en choisissant l'endroit le plus favorable au niveau du point de départ. C'est la grosse différence avec les badges. D'accord? Des questions? Donc, je continue. Maintenant, c'est assez simple. Enregistreur de position, enregistreur de vol. En gros, l'un est IGC, l'autre l'est pas. L'enregistreur de position n'est pas homologué par l'IGC. Alors que l'enregistreur de vol, qui contient un capteur de pression, est homologué par l'IGC, mais il y a 3 niveaux d'homologation. Vous voyez que le niveau 3 ne permet que de faire des badges de diamant, le niveau 2 permet de faire des diplômes 750 et plus, et le niveau 1 est nécessaire pour tous les records, les tentatives de record. Alors vous avez sur le site de la FAI la liste tenue à jour de tous les enregistreurs de vol, IGC donc, homologués avec leur niveau d'homologation.
Alors faites attention, avec le temps qui passe, certains loggers qui étaient de la meilleure catégorie, de niveau 1 il y a quelques années, ont été déclassés progressivement parce qu'ils n'offrent pas les garanties de sécurité les plus modernes, on va dire, en termes de tentatives de fraude, tout simplement, parlons crûment. Et c'est par exemple le cas des Fox loggers. D'accord ? Alors ça c'est une information que je prends, je veux dire, de manière informelle, donc c'est oral. Couper les caméras, la décision par l'IGC a été prise de supprimer l'exigence de l'étalonnage de la capsule anéroïde du logger, donc de l'enregistreur de vol IGC. Cette décision a été faite lors de la plénière du mois de mars, et on attend maintenant la parution d'un nouveau code sportif mis à jour qui tiendra compte de cette évolution qui est importante, parce qu'on a souvent des problèmes avec les commissaires sportifs et leurs pilotes, c'est qu'ils nous présentent un vol qui est parfait, mais avec un logger qui n'est pas dans les clous en termes de date de réalisation du test d'altitude, d'étalonnage. C'est donc dans les 5 ans qui précèdent ou dans les 2 mois qui suivent le vol. Et donc cela devrait sauter, mais pour le moment, ce n'est pas encore paru. D'accord ? Donc on attend la prochaine mise à jour du code sportif là-dessus. Et c'est pour quand ? Les minutes de la plénière sont sorties. Elles sont d'ailleurs assez équivoques. C'est pour ça que je dis que pour les records, a priori, tel que c'est rédigé, mais c'est mal rédigé, les records sont concernés également, semble-t-il. Mais j'attends de lire le code sportif que François-Louis Henry traduit. D'ailleurs, j'ai appris en discutant avec lui récemment que c'est tout récent, que jusqu'en 1995, il n'y avait même pas de version française du code sportif. Donc on peut une nouvelle fois le remercier. Alors vous avez là un tableau qui n'est peut-être pas très lisible pour ceux qui sont tout au fond, récapitulatif des différents niveaux des enregistreurs de vol, niveau 1, niveau 2, niveau 3, et des enregistreurs de position, EP, ce qu'ils permettent de faire pour participer à l'année de coupe. Je ne sais pas si on arrive à voir. Donc tous sont utilisables pour l'année de coupe. Pour un badge d'argent, vous avez sans doute entendu que les loggers de niveau 3 et surtout les enregistreurs de position sont également tolérés pour les petits badges. Donc c'est le badge d'argent et le badge d'or. Mais à ce moment-là, il faut quand même faire une déclaration papier. Et s'il y a des histoires d'écart d'altitude entre ligne de départ et ligne d'arrivée, il faut prendre une marge de tolérance supplémentaire. Et donc l'écart doit être de 900 mètres, non pas de 1000. D'accord ? Et même chose pour les gains d'altitude qui sont majorés de 100 mètres dans l'autre sens. Pour le badge de diamant, vous voyez que donc il y a des exclusions au niveau des EP et des vol de niveau 3. Pour les diplômes, cette restriction augmente, et pour les records du monde, c'est encore plus exigeant. Il n'y a que le V niveau 1. Et alors là, il manque une information que j'ai dû supprimer avec un gros doigt. C'est dans le cas où il n'y a pas d'étalonnage à jour. Et donc ce tableau est incomplet. Il faudra que je le revoie. C'est clair pour vous ? Alors, on va juste regarder maintenant donc, avec ce que je viens de vous dire, on va faire une sorte de synthèse de ce que je viens de vous dire, les différences entre les records, les diplômes et badges, et enfin l'année de coupe. Donc c'est en plusieurs pages. Pour les records, vous avez des exigences importantes, très précises. Il faut une ligne de départ. Il y a la question de la longueur des côtés pour les triangles FAI. Il y a le type d'enregistreur, donc, qui est un point important. Il faut choisir le bon enregistreur de vol au niveau de son niveau d'homologation. Il faut se rappeler que pour certaines épreuves, si l'altitude de départ est supérieure de plus de 1000 mètres à l'altitude d'arrivée, pour les records de vitesse, vous ne pourrez pas faire homologuer votre performance. Et pour certaines épreuves de distance, mais ce ne sont pas des records, vous perdez, selon la règle de la finesse 100, vous perdez des kilomètres. Et vous avez beaucoup de formalisme au niveau des documents à fournir. C'est un peu lourd, ça correspond à l'époque où on n'avait pas encore de logger IGC, mais c'est quand même très formel sur ce plan. Il faut savoir que tous ces registres, nous ne sommes que, nous sommes chargés par la FAI via l'Aéroclub de France de la mise en œuvre de l'application, pour le contrôle de l'application des règles, mais c'est la FAI qui surveille tout ça et qui garde la traçabilité de tous ces dossiers. Donc pour les diplômes et les badges, c'est vraiment la même chose en termes d'exigence.
D'abord, on peut les saisir sur EVA, c'est très pratique. Malheureusement, EVA comporte certaines lacunes en termes de documentation à fournir, donc c'est bien, mais quelquefois c'est insuffisant. La grande information, c'est que on peut souvent se contenter d'un enregistreur de vol IGC et on n'est pas obligé d'avoir un commissaire sportif présent si on a la possibilité de trouver des témoins qui viendront attester lors du décollage ou lors de l'atterrissage de ce qu'ils ont pu voir. Et donc à ce moment-là, on peut se passer, dans certains cas donc, de la présence des commissaires sportifs. Et bien sûr, il faut toujours une déclaration de vol. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je rappelle que pour les badges et les diplômes, l'ordre de passage des points de tournant est, comment dire, il n'y a pas d'ordre de passage, il est très souple. Et vous pouvez passer seulement certains points et pas tous. Ce qui compte, c'est la distance que vous aurez fait. D'accord ? Des questions ? Pour l'année de coupe. Alors, l'année de coupe, c'est à la fois très souple et quelquefois c'est surprenamment assez exigeant. Alors, pour ce qui concerne les circuits libres, c'est effectivement très très souple. En gros, c'est une distance libre définie dans le code sportif avec 5 points de passage qui peuvent être choisis après le vol. Alors, vraiment, vous faites le maximum de kilomètres et vous regardez après ce que ça donne. Vous avez simplement la règle des 1000 mètres entre point de départ et point d'arrivée et une taille minimale du parcours. Je ne parle pas d'une branche, bien du parcours total de au moins 25 km. Pour les comme prévus, c'est beaucoup plus rigoureux. Et plus rigoureux donc que les épreuves de distance type badge et diplôme. Vous avez une ligne de départ qui ne fait que 1 km. Vous pouvez transmettre qu'un seul fichier. Si vous avez une panne momentanée et que vous avez 2 fichiers qui ne souffrent pas la discussion en termes de cohérence, vous pouvez encore espérer, si vous avez un commissaire sportif et un contrôleur comme moi compréhensif qui arrive à faire les choses intelligemment, de rattraper la chose. Sur l'année de coupe, c'est impossible parce que c'est entièrement traité par électronique et vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas envoyer de fichier dans ce cas-là. Tous les points de passage déclarés doivent être franchis et dans l'ordre. Et bien sûr, la règle de la finesse 100 dont j'ai parlé, s'il y avait des écarts d'altitude supérieurs à 1000 mètres entre point de départ et point d'arrivée. Et enfin, vous pouvez utiliser des enregistreurs de position, donc des XOR ou LK8000, et pas nécessairement un logger IGC. D'accord ? Je crois que j'en ai terminé. Non, alors oui. Ça, c'est plus pour les commissaires sportifs. Tous les pièges que j'ai pu voir, toutes les petites choses qui font que quelquefois on a malheureusement des refus d'homologation. L'intégrité de la signature électronique, qui est obligatoire donc pour, on va dire, les gros badges et tous les records. Le non-respect des règles de l'air. L'absence de capteurs de niveau sonore pour les planeurs pourvus d'un turbo ou d'un moteur. Ou bien une captation insuffisante pour y voir clair. Le nombre de personnes à bord, ça peut vous faire sourire, mais il y a des gens qui envoient des épreuves à homologuer alors qu'ils étaient en biplace, avec des passagers. Et puis le nombre de points de virage qui est limité à 3. Donc maintenant, je vais aborder une douzaine de cas ou une dizaine de cas qui peut-être vont vous surprendre, on pourra en discuter ensemble. Première question, premier point. Je me suis vaché sur la dernière branche de mon vol. Ma tentative de 500 km pour le badge de diamant est fichue. Ben non. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous êtes vaché sur la branche finale, que vous avez fait quand même beaucoup de kilomètres, vous êtes vaché tout près du terrain, par exemple, ou bien que vous avez pris une autre direction parce qu'il y avait un orage sur le terrain, que vous êtes allé très loin, mais pas au point prévu, mais que vous avez fait au moins autant de kilomètres sur cette dernière branche après le dernier point de virage, votre badge est homologable, puisque, comme je l'ai dit, votre point d'arrivée n'est pas une exigence. Autre sujet, j'ai déclaré un parcours de 301 km et demi sur l'année de coupe qu'il a accepté en comme prévu. Pourtant, la validation de l'épreuve du circuit 300 km pour le badge de diamant a été refusée par mon commissaire sportif. Et je ne comprends pas. Alors, pourquoi est-ce que... pourquoi il y a un tel refus? Il y a 2 causes possibles. Soit le pilote a utilisé un enregistreur de position, chose qui n'est pas acceptée
pour le badge de diamant, soit il avait pris un point d'arrivée différent du point de départ. Alors méfiez-vous, parce que si vous choisissez par exemple Vinon Start ou Vinon 20 ou Vinon, il y a plusieurs points de départ dans la base de données Alpes du Sud, et que vous faites pour une arrivée la croisée des pistes de l'aérodrome de Vinon, bah, c'est deux points différents. C'est tout bête, mais pour quelques centaines de mètres, hein, c'est terrible. À la limite, vous survolez le point d'arrivée, pardon, le point de départ qui n'est pas le point d'arrivée, vous le survolez avant d'aller franchir la croisée des pistes, votre déclaration n'étant pas aux normes, puisque vous avez choisi, vous ne pourrez pas faire homologuer votre circuit. Troisième cas, je me suis posé sous l'aérodrome qui correspond à l'arrivée de mon circuit. Pourtant, la NetCoupe refuse de le qualifier en comme prévu. Pourquoi? Alors, la réponse, c'est que les règles de la NetCoupe, donc parcours comme prévu du code sportif, circuit et record, imposent le franchissement d'une ligne. Et si vous êtes posé, par exemple, admettons que le point, c'est la croisée des pistes entre la ouest et puis la 16, et que vous êtes posé court sur la 20 pour rejoindre le parking piste auxiliaire, vous n'avez pas franchi la ligne. Et pour 200 mètres, alors que vous avez freiné pour vous dégager et tout, et bien vous n'avez pas terminé votre circuit. Dans les compétitions ou dans les règles anciennes du code sportif, on réputait avoir terminé son circuit le planeur qui se posait dans l'enceinte du terrain. Mais cela n'est pas valable pour la NetCoupe. Autre sujet, je me suis mélangé les pinceaux lors de mon épreuve de distance de 500 km. J'ai passé mon premier point de virage en survolant le cadran d'observation, les fameux cercles, et le second en me contentant de pénétrer dans le cercle. Oui, alors, sur le cadran d'observation, je me suis mélangé moi-même les pinceaux, c'est le secteur FAI. Hein, 45 degrés de part et d'autre, de la bisectrice, du bouchin. Et à l'autre point de virage, j'ai simplement mis un doigt, une aile dans le cercle. Donc, c'est fichu, j'ai fait la confusion des deux. Eh bien non, ça fait depuis 11 ans qu'on peut faire un mix des deux, c'est accepté par l'IGC, et donc on fait un panachage et on regarde après si on peut faire passer ça, soit dans un secteur FAI, soit dans un cercle. D'accord ? On peut passer au Mircan à chaque fois, on peut passer dans un cercle. Oui, seulement il ne faut pas oublier qu'il y a une réduction de distance à ce moment-là. 500 mètres de moins. On perd 500 mètres. Si tu as prévu 301 km, tu vas dans l'os parce que ça fait 299,5. Exactement. J'en ai qui l'ont planté l'année dernière à cause de ça. À part Jean-Marc, il y a d'autres commissaires sportifs qui sont présents dans la salle? Oui, il y a. Ouais. Bon, vous pouvez compléter ce que je dis, hein, si de votre témoignage personnel, ça sera toujours intéressant. Pour l'épreuve de circuit 300 km de mon badge de diamant, mon triangle ne respecte pas la règle des 28%, qui est la longueur minimale de la branche la plus courte. Mon circuit ne peut pas être homologué. Eh ben non, ça a disparu déjà depuis. Cette exigence n'existe que pour les records, pas pour les épreuves de circuit du badge de diamant. Sur le planeur club que j'ai utilisé pour mon badge d'or, le nom d'un autre pilote est resté dans la déclaration de vol, saisi dans l'enregistreur. Est-ce que je peux néanmoins espérer pouvoir valider cette performance? La réponse est oui. C'est écrit explicitement dans le guide du commissaire sportif et c'est clairement toléré, au moins pour le badge d'argent et d'or. Après, c'est vrai que, en théorie, c'est un motif d'exclusion. Bon, généralement, les gars qui tentent des 750 ou des records ont un équipement qui leur appartient, qu'ils ont pu personnaliser, ils ont souvent un planeur à eux. Donc, on a quand même assez peu eu de cas de ce genre. J'ai réalisé un vol éligible pour la distance du 300 km distance du badge d'or, mais l'étalonnage n'a pas été fait depuis 6 ans et nous sommes déjà depuis 3 mois après le vol. Je ne vais pas pouvoir faire valider cette performance. Faux, les contraintes d'altitude peuvent être contrôlées à l'aide de l'enregistrement de l'altitude GPS, non pas d'altitude pression, en imposant une marche supplémentaire des 100 mètres. Ce truc-là, je l'avais rédigé avant le mois de mars, donc les choses vont évoluer, on attend l'apparition des textes. Je ne suis pas un expert et je ne sais pas comment modifier en piste mon circuit déclaré sur mon enregistreur de vol pour l'épreuve de distance de mon badge d'or. Existe-t-il une possibilité pour résoudre cette difficulté, c'est-à-dire de changer en dernière minute la déclaration? Ben oui, vous pouvez faire un SMS ou envoyer un mail par internet à votre commissaire sportif du club. C'est cette dernière déclaration qui fera foi, c'est toléré
pour les badges d'argent et d'or. Et je crois que c'est la dernière, c'est les derniers points qui sont étonnants. Tu prends en l'air? Non, oui, c'est ça. Non, une fois, il faut néanmoins être... Oui, on peut envoyer un SMS après le décollage, et ça, non, ce n'est pas acceptable. C'est pas bon pour la sécurité. Pour me simplifier la vie, j'ai prévu sur ma déclaration de vol 3 points de virage, A, B et C, en sachant que survoler 2 d'entre eux seulement, A plus B ou A plus C, suffit pour totaliser les 500 km de ma distance de diamant. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est acceptable? Eh bien oui. Donc la distance totale. Exactement. Alors vous en montagne, vous avez on va dire des itinéraires qui sont un peu toujours les mêmes, et ça démarre très souvent par coupe et le parcours, donc vous avez très souvent un peu pas trop le choix dans l'itinéraire, mais en plaine, moi je me souviens que quand j'ai tenté mon 750, j'avais prévu un premier point de virage plein sud, et ensuite j'en avais 2, l'un dans le sud-ouest, l'autre vers le sud-est, et je savais qu'au premier point de virage, je choisirais où j'irais, en fonction de la météo que j'observerais. Et ça a marché. Donc ça me condamnait à faire un triangle. Mais ça a marché, et j'avais donc 2 points de virage utilisés sur les 3. J'ai largué dans un très bon thermique lors de mon épreuve des 500 et enroulé une pompe sans me poser de questions. Alors écoutez bien, c'est un peu technique, je crois. Je suis ensuite parti sur ma première branche sans tarder. Je n'ai pris conscience du risque que l'absence du décrochement net de l'altitude permettant de visualiser le point de largage sur le barogramme que pendant mon planning final. Mon épreuve pourrait être invalidée par la règle des 1000 mètres, départ à 1700 et arrivée à 400 mètres sol. Avec la possibilité de rattraper cet oubli pendant le vol. En gros, j'ai pris une pompe juste après le largage et je suis monté très haut et il n'y a aucune marque qui montre l'endroit où j'ai largué. Donc je vais malheureusement partir avec un point de départ très haut. Ben oui, il y a une solution, c'est de prendre un thermique en arrivée, voire de repasser la ligne 2e fois avec une reprise d'altitude. Rien ne vous en empêche, pour remonter votre altitude d'arrivée, les 400 mètres, vous pouvez les rehausser en vous y reprenant plusieurs fois, si la convection le permet encore en fin de journée. Et les 2 derniers, alors ceux-là ils sont un peu complexes. Lors de ma tentative de diplôme de 1000 km, ayant passé la ligne de départ à 1400 mètres, je suis parti sur ma dernière branche, sur un autre axe que l'arrivée initialement prévue. Il y avait des grains sur l'arrivée. Après un dernier plafond, je me suis mis en arrivée droit devant. Sachant que la zone est peu vachable sur les derniers kilomètres, j'ai fait demi-tour au kilomètre 1003 à 500 mètres d'altitude pour me poser en sécurité 7 km en retrait, sur un terrain reconnu, au soleil couchant. C'est dommage de louper un 1000 avec un si beau vol plein de rebondissements. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le diplôme peut être validé. C'est la règle 1, 2, 11. Le point d'arrivée peut être levé. Point d'arrivée libre, choisi après le vol. Et donc je suis allé faire un point extrême. J'ai fait demi-tour après. Mon altitude était de... Alors j'étais à 500 mètres. Donc comme j'avais 1400 mètres au départ, 500 mètres, il y a 900 mètres d'écart. C'est tout bon. Et ensuite, peu importe l'endroit où je me vache. Et enfin, alors ça c'est un truc qui m'est arrivé à Baillot, donc je vais essayer de vous l'expliquer. J'ai terminé mon épreuve de 300 km de badge de diamant, circuit, en survolant la croisée des pistes de mon terrain de départ, qui était le point d'arrivée ainsi que le point de départ. Pourtant, ni mon commissaire sportif n'ont validé le franchissement de ligne. Où est le problème? La ligne d'arrivée est perpendiculaire à l'axe de la dernière branche. Il convient de se faire une représentation dans le plan très précise de la position au sol du point de départ et des axes de départ et d'arrivée, afin de se présenter lors du franchissement de ligne bien dans l'axe de la branche effectuée et de prendre en compte d'autres facteurs externes comme le trafic local, le vent, la hauteur de survol, les zones réglementées. Alors je précise éviter la croisée des pistes comme point de départ et d'arrivée. Et donc ce qui s'est passé, c'est que le pilote, pour contourner une zone, était arrivé en tangentant la ligne d'arrivée et en fait il s'est posé parallèlement. Il s'est posé sur le terrain parallèlement à la ligne d'arrivée parce qu'il a pris une autre piste. On a 2 axes de piste et il n'a pas franchi la ligne d'arrivée. Philippe de Péchy, lorsqu'il a battu son record de France de vitesse sur triangle de 750 km, avait lui aussi une zone militaire juste avant l'arrivée. Et il arrivait alors à la VNE, lui. Et il a dû, la ligne d'arrivée ne fait que 1 km. Il a dû donc
improvisé. En plus, il était très haut, parce qu'en Namibie, on vole très très haut. Et donc, pour visualiser ce petit bout de 2 fois 500 mètres à 220 ou 250 à l'heure, alors qu'il arrivait en tangentant, pratiquement en parallèle de la ligne, c'était un coup de dé pour savoir à quel moment il fallait qu'il brève. Il allait tellement vite qu'il a eu très chaud, il me l'a dit après, j'espère que c'est validé, parce que j'avais en gros quelques secondes pour passer la ligne au bon endroit. Et bon, ça c'est bien fini. Et là, il n'avait vraiment pas le choix entre le segment d'arrivée où ils avaient fait un gros détour pour éviter du thermique pur, et puis cette zone militaire très très mal placée. Il s'est un peu fait peur. Tu as dit, il fait le record de France en Namibie. Oui, le record de France. Il y a 2 types de records de France. Oui. Il y a le record de France fait sur le territoire national et le record de France à l'étranger. C'était en Afrique du Sud ? Merci. Je veux signaler d'ailleurs que les règles pour les records de France ont été modifiées et assouplies l'an passé. Pour qu'un record soit accepté comme record de France, il n'est plus nécessaire que les 2 tiers du... Je ne sais plus si c'était 2 tiers ou 1 tiers d'ailleurs, j'ai un petit doute. Je crois que c'est les 2 tiers du vol devaient avoir lieu sur le territoire français. Maintenant, il faut simplement que le point de départ, la ligne de départ, soit en territoire français. Hein, c'est assez nouveau, ça remonte à il y a 1 an, cette évolution. On va terminer avec quelques conseils. Connaître les règles. Hein. Comme tous les autres sports, connaître les règles qui régissent le vol à voile est un impératif, et pas seulement en compétition, mais aussi lors de vos tentatives de record, ou simplement pour passer à une épreuve de badge ou de diplôme de distance. Bien maîtriser les exigences et les possibilités, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, offertes par le code sportif peut, dans certaines situations de vol, constituer un avantage certain, notamment en vol, lorsqu'on doit improviser un changement de plan, en fonction de la météo, en fonction de l'aérologie, en fonction de plein de choses, de zones qu'on croyait inactives et qui le sont devenues. Connaissez bien votre code sportif, lisez le code sportif bien sûr, il n'est pas très compliqué, on pourra le regarder tout à l'heure. Finalement il ne fait qu'une 12aine de pages, avec des illustrations écrites en gros. Le guide du commissaire est peut-être un petit peu plus complexe, mais on apprend beaucoup de choses. Avant un lâcher sur un aéroplaneur, un nouveau planeur, vous devez prendre connaissance du manuel de vol. Et bien de même, avant de participer à une compétition, à une tentative de record ou une épreuve de badge, pensez à consulter le code sportif dans sa version la plus à jour. Il évolue pratiquement chaque année. Et donc il est disponible sur le site de la FFVP. Hein, prenez le temps de le lire pendant l'hiver. N'oubliez pas l'annexe C, donc le guide du commissaire sportif, qui contient aussi des conseils d'ailleurs, hein, et pas seulement que l'analyse de règles. Et je l'ai dit tout à l'heure, mais nous à Bayeau, on a souvent ce problème, notamment lorsqu'on a le concours de Bayeau et qu'il y a des gens qui tentent des distances, des records, éviter les points de départ centrés sur les records. C'est tout bête. Hein. Ménagez-vous des marges de manœuvre en prévoyant une réserve d'altitude aussi pour ne pas arriver en raclant le ventre en arrivant très bas, et pour donc terminer votre vol en toute sécurité. Des questions ? Alors, justement, là, vous avez les liens pour accéder au guide. Alors, ça, c'est sur mon autre ordi, donc je ne pourrais pas vous... C'est un petit peu difficile d'accès. Pour le moment, on a un chemin. Il faut donc que vous alliez sur ffvp.fr, que vous vous connectiez avec votre mot de passe de connexion. Là, vous allez sur l'onglet Sport, qui est dans un bandeau vertical à gauche. Là, vous tapez le pilote sportif, et vous faites ensuite descendre l'ascenseur de droite pour aller descendre les différents pavés. Vous en avez un qui s'appelle Outils des commissaires et des pilotes. Et là, vous avez tous les documents nécessaires au badge, au record, au diplôme. Donc, bien sûr, le code sportif traduit en français, l'annexe C traduit en français également, la liste des loggeurs, donc des enregistreurs de vol homologués par l'IGC, la liste des enregistreurs de position autorisés par la Fédé. Hein, ce sont les 4 documents clés qu'il est important que vous regardiez. Et je crois que j'en ai terminé. Est-ce que vous avez des questions ?
Merci. Il y a moyen d'avoir le petit PowerPoint, tu peux nous envoyer par mail Oui, je vais vous l'envoyer, je vais encore un petit peu le fignoler, mais vous l'aurez. Hein, ceux qui n'étaient pas là et qui seront intéressés éventuellement. Hein, l'idée c'est de le diffuser au maximum. J'ai une question qui concerne la netcoupe. Oui. Quand on déclare un vol sur la netcoupe, il y a une option du calcul automatique des points. Oui. Quel est le principe de l'algorithme? Le principe de l'algorithme qui permet ce calcul. Eh ben, c'est un optimisateur. Hein, c'est un optimisateur comme on en a aussi sur les LX et sur plein de navigateurs. Vous avez tout intérêt à accepter cette proposition qui cherchera justement le point optimal pour démarrer le parcours en libre et le point d'arrivée optimal également. D'accord. Est-ce qu'il y aurait moyen sur la netcoupe d'avoir accès à ce, pas forcément au code, mais à son principe, comprendre l'algorithme? Non, ça il faudrait que tu te rapproches des gens de CU. Enfin, attention, ah oui, pardon, c'est pas CU, c'est l'algorithme de la netcoupe. Celui de l'OLC n'est pas le même. Hein. Oui, ah, non, il varie légèrement. Ils sont branches qui n'est pas le même, etc. Oui. Il faut que tu contactes les administrateurs, donc parce qu'il y a des cas où on dit on peut discuter le résultat d'ailleurs, on peut proposer notre calcul, mais basé sur quoi? Donc moi j'ai mis des circuits, mais je ne sais pas comment c'est calculé. Ouais. J'ai un petit doute, bon, est-ce que ça vaut le coup d'investir sur la compréhension de ce système ou pas? Tu peux également reprendre la main sur les coms. Réfléchir comment bien monter et bien transiter, tu verras, c'est beaucoup plus important. Et puis être autorisé à effectuer le vol avant de le faire aussi. Ça joue sur quelques centaines de mètres. Hein. Ça joue sur quelques centaines de mètres par rapport à ce que ferait un optimisateur d'un LX via CU. Non, mais merci beaucoup Jean-Michel. Merci. Merci. Allez, on va filmer la question du jour avant qu'il pleuve.